Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur ce webinaire. Est-ce que vous pouvez me confirmer dans le chat que vous m'entendez bien et que vous me voyez bien, s'il vous plaît? Magnifique, super Laurent, merci beaucoup. Parfait. Écoutez, je suis vraiment ravi de vous retrouver ce midi pour un sujet qui est extrêmement d'actualité, qui est très intéressant et fécond, qui est comment est-ce que je fais, c'est quoi les bons réflexes pour gérer le mieux possible, aboutir au succès dans des premiers projets que j'ai à mener, parce qu'évidemment, on peut se tromper plusieurs fois, mais si on pouvait avoir tout de suite les bons réflexes et puis arriver aux objectifs immédiatement sans faire trop d'erreurs, on pourrait être intéressé. Et ben, c'est tout le sujet qui va nous occuper pendant ce webinaire où on va passer en revue un certain nombre de bonnes pratiques qui sont issues de mon expérience, bien entendu, mais aussi de meilleures pratiques qui sont largement répandues à travers le monde et que je vais avoir grand plaisir à partager avec vous. Alors, je me présente très rapidement. Marc Fauvel, je suis créateur d'un organisme de formation qui s'appelle Skills for All, qui est un organisme de formation digitale qui prépare justement aux certifications, aux meilleures certifications sur tous les métiers du digital. Donc, ça va évidemment des métiers de l'informatique, mais également des métiers qui tournent autour de l'intelligence artificielle, de la gestion de projet, de l'agilité, de la performance opérationnelle, du marketing, etc. Tout ce qui est lié d'une manière ou d'une autre au digital. Et donc, l'idée, c'est de partager avec vous un certain nombre de pratiques, un certain nombre de référentiels qui vont permettre de bien gagner du temps, monter en maturité le plus vite possible pour adresser les vraies problématiques qui sont celles que vous vivez au quotidien. Et donc, l'idée, voilà, c'est de vous faire bénéficier de tout ça d'une manière la plus opérationnelle possible. Quelques mots sur Skills for All pour que vous voyez voilà, dans quel contexte on s'insère. Donc, cet organisme de formation, il prépare à des certifications sur l'agilité, la gestion de projet, la transfo digitale, la cybersécurité, la data science, l'intelligence artificielle. Et notre spécificité, c'est de le faire en digital learning. On ne s'est pas improvisé expert du domaine à la faveur d'un confinement. On l'est depuis le début de la création de l'entreprise. Et puis, on le fait sur des certifications qui sont largement reconnues, pas sur des diplômes, parce qu'on pense que la certification, c'est un moyen de valider des connaissances, des compétences tout au long de sa vie professionnelle. Et donc, c'est un enjeu majeur pour nous tous salariés, ou nous tous entrepreneurs, etc., ou dans l'administration, que de faire reconnaître ses compétences auprès d'un autre employeur, auprès de son propre employeur également, et d'avancer et de rester employable tout au long de la vie professionnelle. Alors, on est principalement dans les domaines des pratiques, des méthodes, parce que c'est souvent que là que le bas blesse en fait. C'est-à-dire comment est-ce qu'on organise le travail, comment est-ce qu'on gère des projets, comment est-ce qu'on se met en mode agile, comment est-ce qu'on priorise les investissements de l'entreprise, comment est-ce qu'on fait en sorte qu'un système d'information, ça soit bien organisé, ça soit performant, ça soit en amélioration continue, comment est-ce qu'on fait en sorte que les tests permettent de créer des applications qui soient performantes, qui soient stables, qui soient fiables, etc. Comment est-ce qu'on met de l'agilité au sein de toute l'entreprise? Comment est-ce qu'on aide les métiers à exprimer leurs besoins? Comment est-ce qu'on aide à conduire des projets? Voilà, toutes ces questions-là, en fait, trouvent des réponses dans des pratiques internationalement reconnues et qui sont largement répandues à travers le monde dans des centaines de milliers d'entreprises performantes et qui ont consolidé en fait leur savoir, qui ont mis sous une forme écrite la plupart du temps leur savoir et qui nous le partagent. Donc, ça serait bien dommage de s'en priver et c'est ce qu'on va partager ensemble également, bien entendu, pendant ce webinaire. Donc, les objectifs qu'on va essayer d'atteindre aujourd'hui, c'est vous aider à progresser, à trouver des solutions à vos soucis, à vos problématiques professionnelles, parce que voilà, on est tous confrontés à des problèmes à régler, à des solutions à trouver le plus vite possible, parce qu'on est dans un monde agile en plein bouillonnement et en pleine effervescence, en pleine accélération. Et donc, on ne peut plus se permettre de perdre du temps sur des problèmes qui sont pas vraiment des problèmes, qui ont été résolus par d'autres. Et donc, l'idée de ces webinaires, qui ont lieu en gros toutes les 3, 4, 5 semaines, c'est de traiter de ces problématiques-là. On va vous faire parvenir dans quelques heures sur LinkedIn, un petit questionnaire qui va vous permettre de nous suggérer les futurs sujets. Si vous avez des préoccupations particulières, vous pouvez nous les soumettre et on pourra construire un webinaire pour vous avec grand plaisir. Pendant cette masterclass, l'idée, c'est que vous posiez vos questions à n'importe quel moment.
Il n'y a rien de plus ennuyeux que de devoir écouter quelqu'un pendant 30 minutes et puis d'attendre à la fin, lorsque tout le monde se bouscule à poser ses questions, d'avoir une chance d'obtenir des réponses au fur et à mesure. L'idée, c'est que vous puissiez les poser là, maintenant, tout de suite, si vous le voulez. Et au fur et à mesure, en fonction de ce que je vais voir, parce que je garde bien sûr un œil sur le chat, eh ben, je vais essayer de répondre au fur et à mesure aux questions qui se posent, de manière à être tout de suite dans l'échange et que ça soit encore plus sympa pour vous, bien entendu. Et puis à la fin de ce webinaire, dans 10 minutes avant la fin maximum, quand on va voilà, partager un petit peu nos retours d'expérience, je vous proposerai un questionnaire et puis surtout un très beau cadeau. Je ne vais pas vous décrire tout de suite, mais il y aura un très beau cadeau à plusieurs étages qui sera à votre disposition et pour vous remercier d'être parmi nous et de nous faire bénéficier de vos retours. Voilà. Voilà comment ça va se passer. Et puis, si vous avez des questions spécifiques, il y a un mail, bien sûr, il y a un téléphone. Vous aurez la présentation qui vous sera envoyée. Si vous laissez vos coordonnées, ça sera avec grand plaisir. Et on sera à votre écoute aussi longtemps que vous désirerez nous poser des questions pour y répondre. Alors, le sujet, les bons réflexes pour réussir ces premiers projets. Et on va bien sûr se mettre dans la peau du chef de projet. On ne va pas se mettre sous la peau du sponsor ou bien du directeur d'établissement ou d'entreprise. Là, on va se mettre dans la peau d'un chef de projet qui a des problèmes opérationnels et qui cherche des réponses opérationnelles immédiatement pour pouvoir gérer un projet le mieux possible, parce qu'évidemment, c'est quelque chose de compliqué. Alors, la toute première chose que je vous propose, c'est déjà bien garder en tête ce que c'est qu'un projet. Alors, ça peut paraître extrêmement bateau, mais en fait, ça ne l'est pas, parce qu'on cherche à faire un projet parfois des choses pour lesquelles ils ne sont pas faits, les projets. Un projet, c'est un ensemble d'activités qui sont liées entre elles au sein d'une organisation provisoire et qui sont destinées à fournir, avec des conditions ou selon des conditions bien définies, un ou plusieurs produits ou services. Ça, c'est très important parce qu'il y a plusieurs choses là-dedans. Déjà, on est dans une organisation provisoire, c'est-à-dire qu'on va monter une organisation spécifique pour pouvoir répondre à la problématique qu'on cherche à régler. On a probablement à mettre ensemble des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble. On va avoir à motiver cette équipe qui va être temporaire du coup. On va avoir à s'assurer qu'elle va dans la bonne direction et que tout ce qui est en train d'être fait correspond à un besoin de l'entreprise. Tout ça, ça fait en sorte que les projets, c'est quelque chose de bien particulier, de bien spécifique. Et c'est fait pour construire quelque chose. En fait, on va créer, on va construire un produit, un service. On ne va pas faire fonctionner le business comme on le fait tous les jours. Quand vous êtes dans une assurance, votre métier en tant qu'assureur, c'est de signer des contrats, de gérer des sinistres, etc., etc. Ça, c'est le run. Quand on fait un projet, c'est qu'on a quelque chose de nouveau à construire, c'est qu'on a à changer quelque chose, on va apporter un nouveau service, on va se transformer dans notre organisation, etc. C'est du build. Et ça, c'est très important parce qu'on ne va pas gérer le fonctionnement quotidien avec un projet, on va le gérer avec un processus. On aura peut-être l'occasion à un autre événement de pouvoir en parler plus en détail. Bref, un projet, c'est fait pour construire quelque chose et pas pour autre chose. Maintenant, c'est particulier et c'est différent des opérations courantes. Un projet, ça va amener un changement. Et donc, comme ça va amener un changement, parce qu'on va créer quelque chose de nouveau, on va modifier son organisation, on va modifier sa façon de travailler, eh bien, ça va amener forcément une résistance. Ou en tout cas, le projet, il va devoir vaincre, il va devoir adresser une certaine résistance. C'est juste normal. À partir du moment où on change quelque chose, on est face à de la résistance. La résistance qui va être plus ou moins forte, qui va être plus ou moins volontaire, qui va être plus ou moins de bonne foi. Je veux dire ça, voilà, peut-être avez-vous vécu des choses dans ce sens-là, mais forcément de la résistance. C'est normal, c'est notre réaction naturelle à la nouveauté. Et étant donné que quelque chose va changer, eh bien quelque chose va être nouveau en face. Donc le chef de projet, il doit savoir qu'il va avoir de la résistance, c'est normal. Maintenant, on va lui donner les moyens de la gérer. La deuxième chose qui fait en sorte qu'un projet, c'est très différent du travail au quotidien, c'est que ça a un début et ça a une fin. On est dans une organisation temporaire. Et donc, il faut gérer cette temporalité. Ça veut dire qu'il va falloir constituer une équipe, la faire fonctionner, et puis libérer l'équipe à un moment donné lorsque la fin du projet sera arrivée.
Ensuite, un projet, c'est transverse. Ça, c'est très important. Il faut qu'il y ait plein de gens qui doivent travailler sur ce projet-là. Si c'est juste 2 personnes sur un coin de table, ça ne s'appelle pas un projet. Et donc, ça serait un premier biais que de mettre en place une organisation projet alors que ça n'en est pas un. C'est pluridisciplinaire, un projet. Il va y avoir besoin de l'informatique, il va falloir besoin des métiers, il va falloir avoir besoin du marketing, des ventes, etc., de la direction générale probablement. Bref, il va y avoir plein de gens qui vont participer à ce projet. Ensuite, un projet, c'est unique, alors que le métier au quotidien dans l'entreprise, c'est tout le temps la même chose. On a tout le temps des dossiers d'inscription à faire, on a tout le temps des contrats à signer, on a tout le temps des prestations à suivre, on a toujours des produits à livrer. C'est quelque chose qui est multiple. Le run, le travail au quotidien, le travail normal, c'est pas du tout unique, alors qu'un projet, c'est censé l'être. Et du coup, pour tout synthétiser, eh bien, un projet, ça a un niveau de risque qui est bien supérieur à celui des opérations courantes. En tout cas, on l'espère, sinon ça voudrait dire qu'il y aurait des problèmes dans le travail au quotidien, des problèmes relativement graves. Bref, un projet, c'est très différent des opérations courantes. Ça, c'est vraiment important. C'est pour ça que je l'ai mis en tout premier. On doit adresser le changement, on doit adresser la temporalité, on doit adresser la transversalité, on doit adresser le fait qu'on est dans un niveau de risque supérieur parce que ce qu'on fait, c'est probablement un peu unique et qu'on n'aura peut-être pas l'occasion de le refaire après ou que personne ne l'a fait avant nous dans le cadre de l'entreprise, bien entendu. Ça, il faut l'avoir en tête parce que ça va être des dimensions à gérer du projet et on va avoir quelques outils derrière, naturellement, dans la suite. Ça, c'était le tout premier réflexe. Ensuite, un autre réflexe extrêmement important, c'est rappelez-vous qui prend les décisions. Et ça, c'est super important parce que quand on est chef de projet, on peut être tenté ou poussé par l'entreprise à prendre un peu toutes les décisions. Et bien ça va vous mettre, ça nous met tous en difficulté lorsqu'on est dans cette situation-là. Le chef de projet, puisqu'on a dit qu'on se mettait dans la peau d'un chef de projet, c'est un exécutant. Alors, il n'y a rien de péjoratif dans ce que je suis en train de dire. C'est un exécutant extrêmement qualifié, avec des compétences très pointues, avec un savoir-faire extraordinaire, le chef de projet. Mais c'est un exécutant qui reçoit ses instructions du sponsor. Et du coup, celui ou celle qui prend toutes les décisions au final, des grandes décisions, évidemment, vis-à-vis du projet. Pas remplacer Jean-Michel par Bernadette si jamais il y a une absence, ou bien rajouter 2 jours de prestations sur telle prestation si jamais on est dans le cadre d'un contrat. Ça, c'est des décisions du chef de projet. Mais des décisions structurantes. On ne va pas pouvoir atteindre ce jalon. Et il nous manque 3 ressources, on ne sait pas où aller les chercher. On va dépasser le budget. On est en risque majeur sur tel sujet. Les décisions qui correspondent à ça, c'est le sponsor. Et ça, c'est extrêmement important parce que sinon, si vous prenez en tant que chef de projet toutes les décisions, vous allez être en difficulté et ce n'est absolument pas l'objet du chef de projet. Le sponsor, c'est la personne ultimement responsable du projet. C'est le patron dans l'organisation de projet, c'est-à-dire que c'est lui ou elle qui doit prendre les ultimes décisions par rapport au projet. C'est à lui ou elle qu'on remonte les alertes, mais pas seulement les alertes, évidemment les solutions, les plans d'action qu'il va falloir décider. Évidemment, parce que si on n'arrête pas de passer son temps à alerter son sponsor que toutes les choses vont mal, il va vous dire, écoutez, je vais juste changer de chef de projet. Il faut venir également avec des solutions naturelles. Et surtout, pas surtout, mais aussi, c'est la personne qui va valider la communication. Parce qu'on va voir, les cas d'échec de projet, c'est dans 30% des cas de problèmes de communication. Et donc, qui est la personne la mieux à même de valider la communication? Eh bien, le sponsor. Alors ça, c'est pas souvent le cas. Moi, je l'ai pas vu beaucoup penser comme ça et mis en œuvre comme ça dans les organisations. Et pourtant, c'est une incroyablement meilleure pratique. Il faut que le sponsor soit d'accord avec votre plan de communication et on va regarder comment est-ce qu'on monte un plan de communication un peu plus grand. Alors, il y a déjà des questions, super. Annelle me dit, comment rédiger un bon plan de projet? Y a-t-il des outils efficaces à savoir? Un bon plan de projet, alors un plan, ça répond à la question, combien ça va coûter? Comment est-ce qu'on va s'y prendre? Quand est-ce que ça va sortir? Un plan, c'est ça. Ça répond à ces 3 questions-là. Et un plan projet, ça peut revertir de multiples formes à partir du moment où ça répond à ces 3 questions. Alors, il y a plein de pratiques qui existent. Vous avez dans Prince 2, par exemple, c'est une méthode de gestion de projet qui est utilisée dans le monde entier. On vous explique comment mener un plan de projet, comment rédiger un plan de projet. On vous explique comment rédiger également des plans de séquence, parce que votre projet, il va être découpé en séquences. Tout ça est expliqué en long, en large et en travers dans ce type de pratique.
Alors, Liam qui me dit, malheureusement, le sponsor délègue souvent les décisions au CDP. Oui, c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Il faut se rappeler, en tant que chef de projet, que ce n'est pas à vous de prendre des décisions structurantes. Et quand vous êtes dans ce genre de cas de figure, eh bien, il faut remonter au sponsor les risques, les alertes avec des solutions pour le réimpliquer. Et si au démarrage, il n'est pas dans le business, au fur et à mesure de vos actions, eh bien, vous allez le faire re-rentrer. Il ne faut pas négliger l'impact que vous avez en tant que chef de projet sur l'organisation, sur votre sponsor. On ne va pas avoir le temps d'énormément travailler ce sujet-là parce qu'il y a tellement de choses à dire, mais vous êtes aussi un évangélisateur, vous êtes aussi un éducateur de votre sponsor. Ça peut paraître bizarre, hein, mais vous avez les compétences de gestion de projet. Le sponsor ne les a pas. Le sponsor, il doit faire arriver un produit à maturité, il doit faire construire un produit ou un service, mais ce n'est pas du tout comment on s'y prend. Vous avez cette connaissance-là, et donc vous êtes parfaitement à même d'éduquer votre sponsor. C'est en faisant ce genre de choses-là que vous allez progressivement l'éduquer. Ça peut paraître bizarre, hein, pourtant c'est une sacrée réalité. Autre sujet, identifier les parties prenantes et leurs préoccupations. C'est très rare que je vois d'une manière vraiment structurée cette approche. Un projet qui réussit, c'est un projet qui connaît les parties prenantes les plus importantes, celles qui vont être impactées ou qui peuvent impacter le projet. C'est la définition d'une partie prenante. Ce n'est pas pour être scolaire. C'est juste pour dire, il faut que vous ayez dans votre périmètre la liste des parties prenantes qui vont être en contact de votre projet. Est-ce que c'est la construction d'un nouveau bâtiment? Eh bien, vous avez évidemment tous les usagers de ces bâtiments, mais vous avez peut-être également les riverains. Vous avez peut-être également la mairie, vous avez peut-être également la région, si c'est un centre commercial, ou le département. Tout ça, ce sont des parties prenantes, parce que toutes ces personnes-là, d'une manière ou d'une autre, peuvent impacter votre projet ou peuvent être impactées par votre projet. Et donc, tout ce petit monde-là, ce sont des parties prenantes. C'est fondamental, parce que le chef de projet, il va avoir à surveiller ces parties prenantes, à les garder impliquées, parce que c'est tous ces gens-là qui, d'une manière ou d'une autre, vont participer au succès du projet. Et ce n'est pas du tout anecdotique. La deuxième chose, donc déjà, connaître les parties prenantes qui vont être au contact du projet. La deuxième chose, c'est connaître leurs préoccupations. C'est extrêmement important. La plupart du temps, on ne le fait pas. Or, si vous êtes en train de construire un nouveau bâtiment, vous êtes en train de construire un centre commercial et que vous avez des riverains ou des associations de défense de l'environnement, ou vous êtes dans un milieu naturel qui devrait être protégé, j'en sais rien, eh bien, vous avez des parties prenantes qui ne sont pas du tout dans votre équipe projet et qui peuvent faire capoter le projet. Regardez ce qui s'est passé à Notre-Dame-des-Landes, regardez ce qui s'est passé à de multiples endroits, et je prends cet exemple-là comme j'en prendrai des quantités d'autres. C'est simplement pour l'illustrer. Ça veut dire qu'à un moment donné, toutes les préoccupations des parties prenantes n'ont pas été prises en compte. On n'est pas en train de dire qu'on va satisfaire tout le monde. On est juste en train de dire qu'on comprend quelles sont les préoccupations de toutes les parties prenantes, de manière à pouvoir les adresser, de manière à ce qu'elles reçoivent les bonnes informations, les informations qui les concernent. Si on parle de performance du projet à une association de défense de l'environnement, ça ne va pas du tout l'intéresser parce que sa préoccupation, elle n'est pas là. Et du coup, ça amène la problématique de la communication. On ne va pas communiquer n'importe quoi à n'importe qui. Et la plupart du temps, malheureusement, ce qui se passe quand on gère un projet, on fait une com et on la balance à tout le monde. Je caricature un petit peu, bien entendu. Vous, autour de la table, c'est pas ce que vous faites. Mais moi, ce que j'ai rencontré dans de très nombreuses entreprises, c'est on a un petit bulletin météo, vous savez, sur le projet, un petit voilà où on en est dans le projet, voilà les difficultés, ok, il y a un petit soleil avec un sourire, en général, tout se passe bien, et on balance à tout le monde. Ça, c'est pas de la com, c'est du broadcast. La communication, c'est qui a besoin de quelle information. Et c'est est-ce que je donne le bon degré d'attention à chacune de mes parties prenantes avec des degrés divers. Toutes les parties prenantes ne vont pas devoir être chouchoutées, je vais dire ça comme ça, de la même manière que d'autres, ou sinon on va devenir marteau, on est d'accord, hein. En fonction de l'importance et de l'impact de chaque partie prenante, on va s'adresser à elle et on va aller chercher le retour d'information d'une manière spécifique. C'est fondamental. Je veux passer vraiment cette idée-là, même si on n'a pas le temps de le détailler évidemment ce midi parce que c'est beaucoup trop rapide, il faut garder cette idée-là en tête. Alors, une question de Rodolphe. Le directeur de projet ne peut-il pas éduquer le sponsor à la place du... il faut en avoir un. Si on a un directeur de projet, peut-être, mais peut-être que votre directeur de projet, il a peut-être besoin aussi de recevoir 2-3 compétences et 2-3 inputs de son chef de projet. Ce n'est pas parce qu'on est directeur de projet qu'on est forcément beaucoup plus compétent sur le sujet. Je me permets de le dire parce que j'en ai régulièrement et avec grand plaisir en formation qui prennent conscience qu'ils ont besoin de revenir aux fondamentaux et de reposer les bases d'une méthode qui marche bien.
Alors, comment est-ce que je fais ça? Identifier les parties prenantes et leurs préoccupations. Eh bien, il faut que pour chaque partie prenante, chaque groupe de personnes, on ait son niveau d'influence sur le projet et son niveau d'engagement. Parce qu'évidemment, quelqu'un qui n'a pas d'influence sur le projet, on va traiter la communication d'une manière un peu différente que quelqu'un qui a une forte influence sur le projet. On va noter ses préoccupations. Quelles sont-elles? Est-ce qu'il est préoccupé, est-ce que cette partie prenante-là, pardon, est préoccupée par le délai, par les coûts, par ce qui va être livré, par l'impact, etc. Il faut le savoir de manière à ce qu'on puisse lui donner l'information qui l'intéresse et avec la fréquence qui l'intéresse. Elle n'a pas besoin forcément de recevoir une com tous les mois, peut-être qu'une fois par trimestre, ça lui suffit. Ça, c'est le genre d'information qu'il faut absolument aller chercher pour avoir une communication percutante, et c'est 30% des échecs de projet, des problèmes de communication. Troisième sujet, mettez tout le monde d'accord sur le périmètre. Ça, c'est fondamental également. La majeure partie des problèmes de projet, c'est quand tout le monde n'est pas d'accord sur le même périmètre. C'est 60% des échecs de projet. C'est-à-dire que quelqu'un comprend qu'on va livrer ça, puis quelqu'un d'autre comprend qu'on va livrer autre chose, puis quelqu'un d'autre encore comprend qu'on va livrer autre chose. Et donc, si tout le monde n'est pas d'accord sur ce qu'il y a à livrer, c'est évident qu'on ne livrera pas ce qu'il faut pour l'ensemble et que chacun va tirer de son côté parce qu'il aura, d'une manière tout à fait honnête et en toute bonne foi, on n'est pas forcé d'être de mauvaise foi, pas compris la même chose que les autres. Donc, tous les efforts que vous devez mettre pour que tout le monde comprenne ce qui va devoir être livré, eh bien, mettez-le. Surtout au début du projet, on va y revenir parce que ça, c'est une étape extrêmement importante dans un projet. Il faut que tout le monde soit d'accord sur ce qui va être livré. Et tant que vous croisez quelqu'un à la machine à café qui vous dit oh, « c'est pas du tout ce que j'ai compris de ce qu'on nous a raconté dans la com », eh bien, il faut revenir sur le sujet, réorganiser des ateliers de la communication, des échanges, pour être sûr que tout le monde dans le projet comprenne ce qui va être livré et le partage. Sinon, c'est sûr que ça va dans le mur, malheureusement. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut détecter très tôt. Et donc, il faut pouvoir le traiter et l'adresser le plus tôt possible. Parce qu'au plus tôt on prend ce problème-là, au plus on va gagner du temps derrière. Et donc, comment on fait ça? Eh bien, des ateliers avec les utilisateurs, avec les parties prenantes, etc. Mettre en place des backlogs, un cahier des charges. Pourquoi pas? Ce n'est pas parce qu'on est en mode agile, maintenant, dans la plupart des organisations, qu'il n'y a plus de cahier des charges. Il a juste une forme différente. Il est plus vivant, d'accord? Il est plus interactif. Et si le périmètre n'est pas clair, parce qu'on a du mal à en faire le tour, parce qu'on est dans une démarche un peu exploratoire, parce qu'on voit bien ce qu'il nous faudrait, mais on n'arrive pas à être précis, eh bien à ce moment-là, il faut utiliser une méthode un peu plus agile qui va mettre en œuvre des itérations avec des retours clients, avec des points plus réguliers, de manière à se dire d'une façon plus fréquente, est-ce qu'on va dans la bonne direction, oui ou non? L'idée, c'est si on se trompe, eh bien, de pouvoir rétablir la direction le plus rapidement possible. C'est grave de se tromper, mais il faut qu'on sache vite pour savoir s'il faut qu'on donne un petit coup de volant à gauche ou à droite et rétablir la situation. Donc, tout ce qu'il faut faire pour être d'accord sur le périmètre, il faut le faire, et dès le départ du projet. Et si on n'arrive pas, parce qu'on n'arrive pas à avoir une vision claire du sujet, eh bien, il faut mettre un peu d'agilité là-dedans. Younes me dit, est-ce que la matrice RACI est une bonne méthode pour identifier la partie prenante? Oui, absolument. Mais ça va vous permettre de classifier le type de partie prenante, mais ce qui va vous permettre de faire le tour des différentes parties prenantes, c'est des enquêtes, c'est des échanges avec votre sponsor, c'est la découverte du sujet et les ateliers que vous allez organiser avec les différentes parties prenantes et les rebonds que vous allez faire dans l'organisation de parties prenantes en parties prenantes et une liste de parties prenantes avec leur impact et leur influence. Il y a une réunion de cadrage et d'expression de besoins. Alors oui, ça, c'est les toutes premières étapes d'un projet. On va en parler très rapidement tout à l'heure. La toute première étape, c'est l'élaboration du projet, où là, on est sur de la grosse maille. On va en parler dans quelques instants. Et c'est l'étape la plus importante du projet. Autre sujet extrêmement important, je pense avoir déjà dit pas mal de fois le sujet, soigner la communication. Et comment? En reprenant le besoin des parties prenantes en termes de communication. C'est pour ça que je vous en ai parlé juste avant. Si on veut communiquer efficacement, il faut qu'on sache qu'on va s'adresser à cette partie prenante-là, qui a ces préoccupations-là, et donc voilà le type d'information qu'on lui donne. C'est comme ça qu'on va mettre en place une communication efficace. Et toujours en vous mettant à la place, bien sûr, de la partie prenante. Il y a une autre chose dont on a parlé juste avant, c'est que si on ne fait que envoyer la communication et ne pas savoir si elle est passée, on fait du broadcast. Okay? Donc l'idée, c'est de vérifier que la formation est bien passée en allant voir les gens. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de cette communication-là? Qu'est-ce que tu en as compris? Est-ce que tu penses que ça va dans le bon sens? Et vous allez vite avoir des feedbacks.
Et c'est ça qui va permettre de savoir si la com est bien passée. Vous savez bien qu'il y a une énorme différence entre un projet qui se passe bien, mais dont personne ne sait que ça se passe bien, et les projets qui se passent mal, mais dont on dit auprès de tout le monde qu'ils se passent bien. Eh ben, c'est le deuxième type de projet qui va avoir les budgets, qui va faire en sorte que les gens vont être contents. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut que tous les projets se passent mal et qu'on communique bien. Je suis juste en train de dire que la communication, elle est fondamentale dans la gestion d'un projet. Et que donc, il faut soigner cette communication-là et valider ce qui passe comme message. Ça, c'est vraiment très important et je ne le vois pas souvent dans les organisations. Un autre écueil qui est très fréquent, c'est ne rentrez pas trop tôt dans les détails. Ça, c'est vraiment un écueil. Quand on est au début d'un projet, on ne le comprend pas dans toutes ses dimensions. Quand la direction de l'entreprise vient vous voir et vous dit « Tiens, il faudrait qu'on change de CRM ou il faudrait qu'on développe une application qui implique encore plus nos clients », bah, super, la demande, elle est sympa. Bon, on voit bien à quoi ça correspond, mais dans le détail, c'est quoi les fonctionnalités? Quel type de produit il va falloir? Combien de temps on va mettre pour le monter? Quelles équipes vont être impliquées là-dedans? On est incapable de répondre à toutes ces questions-là. Et le problème, c'est quand on est face à ces questions-là tout au début d'un projet, eh bien, chacun peut changer d'avis d'une manière extrêmement, extrêmement rapide. Ah ben moi, je n'avais pas du tout compris ça. Peu importe, au début d'un projet, il n'y a pas encore d'argent qui a été mis sur la table, donc chacun peut changer d'avis d'une manière très, très, très radicale, et les incertitudes sont extrêmement nombreuses. Et donc, comment on fait ça en général? On attrape ça mauvaiement. On se dit, bon, bah, pour éclaircir le sujet, on va creuser, on va rentrer dans les détails. Mais tout de suite, ça, c'est la mauvaise orientation. Parce que justement, on ne comprend pas bien le sujet au début. Et que vous allez vous entourer de gens qui ne comprennent pas le sujet que vous, parce qu'on est en train de se l'approprier, on est en train de défricher le terrain. Et donc, faire des ateliers pour essayer de faire des chiffrages, au début de projet, c'est une perte de temps. Et de toute façon, tous les chiffrages que vous allez faire en début de projet seront faux, parce qu'il va se passer plein de choses pendant la vie du projet. Et ça ne se passera évidemment pas comme on l'avait prévu. Donc, la réponse, c'est en tout début de projet, faire des estimations à grosse maille. À 10, 100 000, à 10 ou 100 jours, peu importe, évidemment, ça dépend de la taille du projet, ou à 10 ou 100 euros près, ça dépend évidemment de la taille du projet aussi. Mais évidemment, jamais au jour près, jamais à la dizaine d'euros près ou milliers d'euros près. C'est à grosse maille. Et il vaut mieux une estimation à grosse maille, mais qui ne prenne pas trop de temps, que l'organisation de dizaines d'ateliers qui essaient de creuser le sujet, parce que les chiffrages seront faux. Et donc, on va embarquer de la ressource d'entreprise, on va mobiliser des coûts d'entreprise, etc. On va perdre tout le monde sur quelque chose qui ne sera pas réaliste à la fin. Et bien ça, c'est un super mauvais message à envoyer, un super mauvais signal à envoyer à tout le monde, parce qu'on va commencer à mobiliser plein de gens, et à la fin, peut-être que le projet, une fois qu'on aura fait tous ces chiffrages-là, on va peut-être l'arrêter, on va peut-être même pas aller plus loin dans le projet. C'est quoi le signal vis-à-vis des parties prenantes que vous allez avoir embarqué là-dedans? Il aura été très mauvais. Tandis que mettre en place une estimation du temps, de l'argent à très grosse maille, c'est la réponse à ce moment-là. Gardez-le bien en tête. Ensuite, notez les leçons apprises. Ça, c'est quelque chose auquel on ne pense pas toujours. Quand on est chef de projet, on a besoin d'avancer, on veut faire avancer le sujet, on veut que ça livre, on veut voir avancer, on veut pouvoir faire la construction de ce qu'on a prévu de faire, pouvoir le montrer aux utilisateurs, le montrer à sa direction, à son sponsor, peu importe. Bon, on a envie que ça avance. Et on oublie de consolider tout ce qu'on apprend. On oublie de documenter un tout petit peu tout ce qu'on apprend. Et qu'est-ce qui se passe? On oublie au fur et à mesure. Et on est incapable de faire une clôture de projet qui ressemble à une clôture de projet. Or, la clôture de projet, c'est un moment extrêmement important pour consolider tout ce savoir, pour que d'autres puissent bénéficier du savoir qu'on aura acquis pendant cette expérience-ci, et que vous puissiez utiliser ça et le faire valoir auprès de l'entreprise. Et ça, c'est très rarement fait. Et quand on vous dit, en tant que chef de projet, il va falloir faire la clôture, là, on attend un rapport de fin de clôture, vous vous dites, mon Dieu, il va falloir que je reprenne tous les mails, les 3000 mails qui ont été échangés pendant les 2 ans et demi de ce projet. Il va falloir que je reprenne tous les comptes rendus de comité, de pilotage, etc., que je refasse tous les... Bref, vous savez, tout sauf envie de faire cette étape de clôture de projet. Or, si vous notez au fur et à mesure les événements majeurs, les leçons que vous avez apprises en résolvant des problèmes, les décisions informelles qui ont été prises, vous savez, celles qui n'ont pas donné lieu justement à un compte-rendu, à une feuille signée par tout le monde, etc. Si vous ne notez pas ça, vous ne ferez pas de clôture. Ou elle ne sera pas efficace parce que vous aurez oublié, parce que ça va demander trop de temps,
Et donc, on va vous dire, non, mais c'est bon, faire une clôture en 2 semaines, ça ne va pas. Non, on va basculer sur un autre sujet, la clôture, tant pis. Et ça, c'est perdu. Si vous enregistrez dans un tableur, dans Prince 2, ça s'appelle un journal des retours d'expérience, c'est tout simple, hein, une petite ligne par leçon apprise, par événement important, par décision importante, même informelle, eh bien, vous allez avoir une gestion efficace de l'apprentissage, vous allez consolider cet apprentissage pour d'autres et surtout, vous allez faire un véritable bilan en fait, de votre projet et permettre à l'entreprise d'apprendre et de même à vous-même d'apprendre. Ça, c'est une leçon extrêmement importante qui n'est pas souvent suivie malheureusement. Adopter très vite une méthodologie standardisée. Vous savez, je dis souvent, la gestion de projet, c'est du bon sens. Mais le bon sens seul, ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, bien sûr, il va falloir qu'on fasse un planning. Oui, bien sûr, il va falloir qu'on gère un peu les risques. Oui, d'accord, bon. Et puis, on va le faire avec nos tripes, avec notre cœur, avec notre envie, notre motivation. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que il y a des choses, il y a des trucs, il y a des astuces, il y a des imbrications, je ne sais pas comment vous dire, des connexions entre les événements, entre les faits, dont vous n'allez pas bénéficier si vous recommencez de la page blanche. En fait, gérer un projet, c'est fait depuis 70 ans par des centaines de milliers de personnes dans le monde. Ils ont consolidé leur travail, ils ont mis en œuvre des pratiques standardisées. Il y a même des normes qui existent là-dessus. Appuyez-vous sur ces normes, appuyez-vous sur ces méthodes standardisées. Parce que sinon, vous allez repartir de zéro à chaque fois. Ces méthodes-là, elles vont vous permettre d'être tout de suite sur la marche numéro 2 et pas de commencer sur le sol. Vous voyez, ça, c'est vraiment très important. Enregistrez dans un tableur chaque élément. Appuyez-vous sur des documents pour réaliser votre projet. La différence par rapport aux autres chefs de projet. Chez Skills for All, on voit toute l'année des chefs de projet qui viennent se former, qui reviennent aux fondamentaux et qui se disent « Mais qu'est-ce que j'ai été bête d'attendre tous ces mois-ci, toutes ces années sans revenir sur ces pratiques-là dont je n'avais même pas connaissance, en fait, hein. » Parce qu'il y a des solutions. J'ai des solutions opérationnelles à mes problèmes. Si j'avais su ça, qu'est-ce que j'aurais pu aller plus vite à ce moment-là? Qu'est-ce que j'aurais été plus confortable pour convaincre mon sponsor ou pour convaincre mon entreprise de tel sujet? Tout ça, ce n'est pas à réinventer. Appropriez-vous le plus vite possible une méthode standardisée. Alors Sarah, elle me dit, bonjour, est-ce que ce webinaire est enregistré à disposition sur Internet? Oui, on va faire ça très très rapidement, dans les 48 heures, on va mettre ça sur LinkedIn ou sur YouTube, ne vous inquiétez pas, on va mettre ça à disposition avec plaisir. Donc, vous ferez la différence. Parce que la plupart des chefs de projet aujourd'hui, je vous en prie, en fait, font avec leur bon sens. Et c'est parfait. Mais que d'énergie déployée, que de retard pris, que d'efficience, en fait, qui est évitée malheureusement avec cette façon de faire. Or, il existe des choses. Vous avez Prince 2, qui est pour moi la meilleure méthode de gestion de projet qui existe. C'est complètement opérationnel, c'est facile à s'approprier, c'est très détaillé. Vous avez un livre qui fait 450 pages qui vous explique en détail comment faire une élaboration, comment faire une initiation, comment faire des plans, comment gérer les risques, comment gérer la qualité, comment embarquer les parties prenantes. Vous avez les réponses absolument à toutes vos questions. C'est pour ça que c'est une formation aussi, une certification aussi reconnue. Elle est au CPF, bien entendu. Je vous ai mis le QR code. On pourra vous publier tout ça un petit peu plus tard. On va parler du cadeau dans quelques instants. Vous avez plusieurs niveaux. Vous avez le niveau fondation et puis vous avez également le niveau practitioner. Alors, on a un pack qui fait les deux. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que moi, ça a changé ma vie à un moment donné dans mon passé opérationnel. Au lieu de réinventer la roue, on a tout de suite appliqué ce truc-là. Et on a fait un saut phénoménal en maturité. On a été capable d'aller beaucoup plus vite, de partager des documents qui étaient communs à tout le monde, d'embaucher, de se faire embaucher par d'autres également. Parce qu'une fois qu'on est certifié Prince 2, on sait qu'on a le vocabulaire, on sait qu'on a compris les outils, on sait qu'on a les documents standardisés, on sait qu'on a une approche qui est revendable et qui permet derrière d'aller plus vite et de se concentrer là où vous avez envie de vous concentrer. Personne n'a envie, en tant que chef de projet, de passer des heures à faire un rapport de fin de projet. Quand c'est bien préparé et que c'est bien documenté, c'est un non-événement, un rapport de fin de projet. En une demi-journée, c'est bâclé, c'est fini. Tout ça, c'est appris dans ce genre de méthodologie-là. Vous avez vraiment intérêt à vous y agréger, bien entendu. Alors voilà, je suis toujours un peu long, j'accélère. N'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure, hein. Évidemment, c'est d'autant plus intéressant. En conclusion, la gestion de projet, c'est un vrai ensemble de compétences.
On peut gérer des projets avec son bon sens, naturellement, mais on va déployer beaucoup plus d'énergie que nécessaire. On va réinventer la roue en permanence. On va se battre contre des forces qui n'ont pas lieu d'être contre vous parce qu'elles ont besoin d'être adressées d'une certaine manière. Il y a des tas de gens qui ont partagé leur savoir. Formez-vous justement à un standard pour gagner du temps et ne pas faire les erreurs que beaucoup de gens font, malheureusement, mais en toute bonne foi. Ça ne veut pas dire que les gens ne sont pas bons, ça veut juste dire que le bon sens seul ne suffit pas. Montez rapidement en maturité, faites reconnaître vos connaissances. Voilà, en quelques jours, en quelques semaines, vous avez cette possibilité avec des certifications, avec des référentiels standardisés. Tout ça est un véritable bénéfice. Mais c'est comme tout bénéfice, évidemment. Il ne peut pas y avoir retour sur investissement s'il n'y a pas d'investissement. Donc, il y a un petit investissement au démarrage de se familiariser avec ces pratiques-là, de se former, de pratiquer, de se forcer à rentrer un petit peu dans le modèle pour, au final, bénéficier de tous les bénéfices, d'avoir une approche standardisée, une approche qui est déployée dans le monde entier. En fait, c'est ça qu'on va chercher en utilisant ce genre d'approche. Alors, on va diffuser un replay, oui, pas de problème, Jean-Philippe. Dany, quelle est la différence entre un chef de projet et product owner? Alors, le chef de projet, c'est vraiment le chef d'orchestre qui va articuler le travail de tout le monde, de toutes les équipes. Tandis que le product owner, c'est celui qui a une vue du produit à réaliser dans le cadre d'une équipe agile. Vous pouvez livrer une nouvelle application, vous pouvez livrer un nouveau produit en mode classique, c'est-à-dire avec un cahier des charges, etc., mais avec une planification. Et puis, vous pouvez livrer un produit ou un nouveau service en mode agile, c'est-à-dire avec une équipe qui fonctionne par petites itérations. Les deux vont ensemble. En fait, dans votre question, est-ce que ces rôles sont incompatibles? Non, pas du tout. En fait, ils sont complémentaires. Il n'y a plus d'entreprise qui est purement projet classique ou purement agile. Parce qu'on se coupe, en fait, on marche sur une patte. On a besoin de la gestion de projet classique parce que ça donne de la visibilité. On a besoin de l'agilité parce que ça permet de livrer plus vite. Et donc là où les bénéfices sont au rendez-vous, c'est quand on utilise les deux méthodes. Ces deux rôles-là sont juste pas au même niveau. Le chef de projet, il est responsable de l'articulation du travail de toutes les équipes. Le PO, il est responsable de donner la direction à une équipe. Et cette équipe, elle fonctionne en mode agile. Voilà, c'est ça la différence entre ces deux rôles. Alors, si on avance un tout petit peu, votre cadeau, et puis je vais répondre aux différentes questions s'il y en a d'autres qui arrivent dans le chat avec plaisir. Notre cadeau, parce que vous avez été vraiment sage, attentif, etc., au fur et à mesure, on vous propose, étant donné qu'on a vraiment envie que vous puissiez bénéficier de toutes ces compétences-là, on vous dit, dans le cadre de ce webinaire-là, on vous offre moins 10% si vous nous prenez une formation. On vous offre moins 20% si vous en prenez 2, moins 30 si vous en prenez 3. On va s'arrêter là, hein, d'accord? Parce qu'après, ça serait plus trop raisonnable. Hors certification, bien entendu. Hein. Et pour toute formation que vous faites chez nous, avant septembre. Voilà, ça c'est pour vous. Parce qu'on a vraiment envie que vous vous mettiez, que vous disiez, tiens, je vais au moins que vous regardiez Prince 2, que vous alliez sur notre chaîne YouTube, et évidemment pour que vous regardiez, on a fait plein de vidéos sur ce sujet-là, pour expliquer à quoi ça rime cette méthodologie-là, pourquoi est-ce qu'il faudrait l'aborder, pourquoi est-ce qu'il faudrait se certifier. Et comme ça, vous allez pouvoir rentrer dedans. Tout ça, c'est au CPF, naturellement. Allez-y, ça c'est une nouvelle opportunité que vous puissiez vous y mettre, parce que c'est vraiment pas du flan, c'est des super méthodologies. Alors, vous avez un webinaire, un petit questionnaire qu'on vous met dans le chat là. Pour pouvoir bénéficier de ça, par contre, il faut que vous ayez rempli notre petit questionnaire là qu'on vous a mis dans le chat. C'est quelques questions. Voilà, sur le retour de cette présentation, quels sont les problèmes que vous aimeriez traiter dans un futur webinaire? Quelles sont les questions auxquelles je n'ai pas répondu? Parce qu'il nous manque de temps, on ne peut pas répondre évidemment à tout. Et c'est seulement les personnes qui vont avoir répondu à ce questionnaire-là, vient de vous mettre Justine là, dans le chat, qui pourront bénéficier de cette réduction-là, bien sûr. Alors, Henri qui me dit, est-ce qu'il existe une méthode standardisée mais plus light que Prince 2 pour un projet en tant que freelance dans lequel on serait à la fois chef de projet de l'équipe et de réalisation? Alors, en fait, Prince 2, ce n'est pas une méthode lourde. En plus, dans la méthode, vous allez voir qu'au fur et à mesure, on vous explique comment l'adapter. C'est-à-dire, tout le long de la méthode, on vous dit, on va traiter du business case, on va traiter des risques, on va traiter de la qualité, mais voilà comment vous pouvez faire pour l'alléger, pour l'adapter.
Donc, je vous encourage vraiment à faire ce petit effort de rentrer dans Prince 2 parce que ça va vous apporter de multiples bénéfices et ça ne va pas alourdir particulièrement votre travail. Ça va juste mettre l'effort au bon moment. Ça va mettre l'effort plus en amont plutôt qu'en aval parce qu'il n'y a rien de pire que de corriger des défauts, de corriger des problèmes plutôt que de les avoir un peu anticipés. Sarah me dit, est-ce que ça s'applique à la formation de Prince 2 que vous venez de présenter? Oui, oui, absolument. Tout ce qu'on vient de dire, en fait, est dans Prince 2. Là, je ne vous ai pas fait du Prince 2, mais c'est un mix, si vous voulez, de mon expérience et de celle des apprenants qu'on a tous les jours chez Skills for All et de Prince 2. Merci à ceux qui nous quittent. Je suis obligé de vous laisser. Bonne journée. Ça a été un plaisir. Pouvez-vous expliciter hors certification, la certification que vous voulez n'est pas incluse? Ah oui, alors ça, ce n'est pas clair, effectivement. Les moins 30%, moins 20, moins 10 sont sur le prix de la formation. Mais la certification est bien sûr comprise. Mais le rabais, il est juste sur la formation parce qu'on vous vend la certification au prix coûtant, si vous voulez. Donc, on ne peut pas faire un rabais de 30% sur le coût de la certification. Donc, on vous fait un rabais de 30% sur le coût de la formation. Mais quand vous achetez une formation chez nous, les deux sont comprises. Est-ce que c'est plus clair? La certification est comprise dans les formations qu'on vous propose, mais le rabais se fait sur la partie formation parce que le prix de l'assertif chez nous est prix coûtant, donc on ne peut pas vous faire un rabais là-dessus, tout simplement. Alors, Rudolf dit, fondation est-il suffisant ou doit-on absolument faire un practitioner pour gérer un projet? Prince 2, moins douloureux PMP. Oui, ça c'est tout à fait juste. Alors, oui, vous pouvez vous en sortir avec le fondation parce qu'à la fin d'une formation fondation, vous avez le livre. Donc, vous pouvez commencer à rentrer dans le livre et puis voir ce qui peut être pris ou pas dans votre organisation. Et puis ensuite, vous pouvez faire un practitioner. Voilà, plus tard. Parce que l'objectif du practitioner, c'est de, sur un cas concret, corriger, c'est ça qui est intéressant, on vous fait rentrer dans un cas d'étude et on vous fait maniper. On vous dit, voilà, quel est le type de document qu'il faut que vous remplissiez, voilà, quelle est la personne qui est responsable de faire ça, voilà comment est-ce qu'il aurait fallu mieux gérer les risques, voilà comment vous auriez pu mieux planifier. Et donc là, ça devient extraordinairement concret. Pour commencer à voir à quoi ça ressemble et commencer à adopter quelques petites pratiques, vous pouvez vous arrêter aux fondations. Mais si vous voulez franchir vraiment le gap et être opérationnel demain, immédiatement, je vous conseille de faire le practitioner. Et je vous conseille de faire les deux parce qu'une fois que vous êtes chaud sur le fondation, vous enquillez le practitioner et c'est beaucoup plus facile. Est-ce qu'il reste quelques questions? Alors, Anan me dit, bonjour, je suis plutôt un profil finance, contrôle de gestion, je souhaiterais m'orienter vers les métiers de gestion de projet. Pensez que c'est possible? Oui, tout à fait, c'est tout à fait possible, d'autant plus que vous avez une expérience qui est opérationnelle, une expérience qui est métier, et la gestion de projet, c'est quand même un métier qui est proche des métiers de l'entreprise, si vous voulez. Ce n'est pas censé être un métier technique, le métier de chef de projet. Souvent, un chef de projet fait à la fois un peu de technique et à la fois d'organisation. Mais en fait, son rôle au chef de projet, sa mission, son ADN, c'est d'être un chef d'orchestre. C'est de ne pas être un multi-instrumentiste. Donc oui, quand vous avez été contrôle de gestion, quand vous avez été finance, quand vous avez été RH, quand vous avez été commercial, ce genre de choses-là, vous pouvez parfaitement passer à la gestion de projet parce que c'est du management en fait. Et vos compétences métiers vont être très intéressantes pour ce métier-là. En combien de temps est-il possible de faire les deux Prince 2 en 10 jours en gros? C'est possible. Vous pouvez le faire. Nous, on est en digital learning, donc vous avez tous les contenus qui sont sur une plateforme avec tout un système d'apprentissage, des quiz, des webinaires synchrones, des visioconférences, etc. En 2 semaines à temps plein, c'est fait. En 1 mois, en gros, en s'y mettant tranquillement 1 heure par jour, vous pouvez faire les deux formations. Merci pour ce webinaire. J'attends votre appel pour se poursuivre, mais avec grand plaisir. Je vous en prie, Odol. On peut également être MOA avec Prince 2. Oui, parce qu'en fait, pour Prince 2, il n'y a pas de chef de projet MOA et MOE. C'est en France qu'on a ça. En fait, le chef de projet, il travaille avec tout le monde. Et son objet, c'est justement de s'appuyer sur les forces de chacun pour pouvoir mener à terme un projet. C'est ça, ses compétences. Donc, vous pouvez faire de la MOE ou de la MOA, il n'y a aucun problème, avec grand plaisir. Merci à tous. Ça a été un grand plaisir. Je vois qu'il est 13 h là. Je pense que tout le monde doit avoir hâte d'aller déjeuner. Merci à tous. N'hésitez pas à utiliser le numéro de téléphone, le mail pour si vous avez encore d'autres questions, on est à votre disposition avec grand plaisir. Et puis profitez de la réduction. Là, c'est une excellente opportunité. Merci à vous tous. Et puis à très bientôt, j'espère.